Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est l'association Pace que nous accueillons cette semaine dans Suchitavi. Et Pascal Larenaudi, bonjour. Vous Bonjour. êtes animatrice au sein de Pace. Oui, Voilà. Et puis Jacques Casamarta, bonjour. Bonjour, Animateur aussi, tout à puisque fait. c'est le terme au sein de Pace. On va aborder tout au long de cette semaine différentes thématiques que vous avez vécues, auxquelles vous avez participé de l'intérieur. Et on va parler de cette action menée en collaboration avec Corsica Catalogne pour, suite à toutes ces inondations, un petit peu tout ce qui s'est passé. Expliquez-nous. eh ben, à l'origine du projet, c'est des professeurs d'espagnol de Corse qui ont été interpellés par ce qui se passait, les graves inondations qui se passaient en Espagne, et notamment sur la ville de Valence, et qui ont été émus et qui ont voulu apporter une contribution, une solidarité là-bas aux Espagnols et aux professeurs avec qui ils avaient des liens. Et on a été mis en relation par la collectivité de Corse qui nous a mis en relation, qui les a mis en relation avec Perapatch, puisque Perapatch a une expérience dans ce domaine d'aide, de solidarité, d'apport de matériel, de relations et d'échanges. Et nous avons travaillé donc un projet et nous sommes allés sur place, une équipe est allée sur place apporter du matériel en relation donc avec des associations sur place, et une commune, notamment la commune de Sédavy. Et ça s'est construit comme ça, et nous avons pu amener et constater de l'étendue des dégâts et du fait de manque de matériel et aussi de l'abandon, peut-être aussi par les pouvoirs en place, des gens sur place et du manque de moyens pour pouvoir reconstruire. Donc de là, nous sommes rapprochés ici d'entreprises locales pour apporter le matériel nécessaire. L'objectif était une reconstruction, notamment participer à la reconstruction notamment d'écoles, hein, avec nos moyens bien sûr, et aussi apporter du matériel scolaire et matériel pédagogique parce que ces écoles ont été complètement détruites, ravagées, et les enseignants ne disposaient de plus rien, quoi. Je veux dire, c'était dans le cadre d'une solidarité, quoi. Voilà, on apporte on a été mis en contribution ici, notamment par l'OCCE, c'est-à-dire les coopératives scolaires des écoles de Corse, qui nous ont contactés, qui ont voulu participer par le don de jouets, le don de petits matériels scolaires. Donc on a fait une tournée dans toute la Corse, et ce matériel a été amené aussi là-bas. Donc c'était très important. Et de là, je veux dire, avec ces échanges, ces rencontres là-bas aussi, on envisage, c'est à chaque fois qu'on part quelque part, on rencontre du monde, on rencontre divers horizons, notamment dans le domaine culturel, et on est en construction peut-être d'un échange culturel, voilà, qui profond. s'avérera, voilà. Dunari Balal, Traja Casamart, c'était l'intitulé de cette solidarité. Pascal disait, on a pu constater aussi l'abandon des populations. On les a vus monter au créneau. On a vu notamment avec l'accueil. Et c'est aussi ça, Père Patch essaie de lutter contre cet abandon et de finalement dire à ces populations, vous n'êtes pas seuls. Non, et c'est important parce que en plus là on est en Méditerranée, hein. Alors c'est pas le sud de la Méditerranée parce que l'Espagne est un pays du Nord, donc il y a beaucoup plus de moyens que ces pays du Sud. Je pense au Maghreb et à l'Afrique, mais les gens se sont sentis un peu seuls, hein. Et en fin de compte, ils ont tiré le fil et ils se sont aperçus qu'ils sont aussi victimes de corruption. Il y a aujourd'hui un dérèglement climatique qui est extrêmement important, et d'ailleurs on en profite pour insister là-dessus, parce que ce qui s'est passé à Valencia peut se passer dans d'autres régions d'Europe, peut se passer chez nous en Corse, parce qu'aujourd'hui il y a un dérèglement On a vu en climatique très Toscane fort. ces On a derniers vu en jours. Toscane ces derniers jours, mais on n'est pas à l'abri justement. Et, et donc ce qu'ils ont essayé de dire, c'est
c'est quelque part d'alerter un petit peu et de dire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas construire n'importe comment et on ne peut pas construire partout. Il faut qu'il y ait une réglementation, il faut qu'il y ait... C'est très important et je crois que c'est à ça que la population a été confrontée. Moi, je pense que c'est important parce que la solidarité, c'est quelque chose qui... on va dire c'est un peu une goutte d'eau, parce que dans la reconstruction de Valence, c'est pas ce que nous avons emmené qui va permettre la reconstruction. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'échange, c'est le rapport qu'on entretient. Et ça, je pense que ce rapport citoyen, ce constat que l'on peut faire là-bas sur place, il est extrêmement important. Et on constate des choses, et en même temps, ce qui est important, c'est de pouvoir témoigner. C'est ce qu'on fait. C'est comme ça que, aujourd'hui, je serais tenté de dire qu'en 30 ans d'existence, Père Apache, on se dit un peu, on est aussi un peu des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité de pouvoir participer à des actions de solidarité, voire des cas de détresse, hein, comme ça a été le cas à Valence, mais aussi des cas de détresse dans des situations de conflit ou de guerre. Et il faut pouvoir aussi témoigner de ces réalités, dénoncer l'inacceptable. Et c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire à notre humble niveau, en partant d'ici, de cette Corse, qui est au cœur de cette Méditerranée, qui est aussi une mer de souffrance, comme on le sait très bien, hein. Aujourd'hui, avec ce qui se passe entre les rapports nord-sud, on voit bien les difficultés que nous avons, hein. Donc voilà, je pense que c'est très important d'apporter cette solidarité. Puis moi, je serais tenté de dire que nous, ça nous a permis de connaître aussi cette association Corsica Catalunya de la Riba all'Altra. Je pense à Marie-Françoise Samarcelli, je pense à Marie-Pascale Castelli, professeurs d'espagnol, mais qui en même temps sont très engagés dans la vie associative ici en Corse, et je crois que c'est très très important. Et Pascal a eu raison de dire qu'on espère que de ce projet-là va naître un autre projet, qui est un projet solidaire, parce que justement on a besoin de se connaître, on a besoin de una riba all'altra, on a besoin de pouvoir créer ces échanges, c'est-à-dire de partager aussi nos cultures, parce que c'est la culture qui permet justement cet enrichissement mutuel. Voilà. Et ça, c'est important. C'est pour ça que lorsque Nanette Maupertuis de la collectivité de Corse nous a appelés pour dire, on est sollicité par des professeurs d'espagnol pour apporter une solidarité en Espagne, à Valencia, on a répondu oui immédiatement. On a rencontré, bien entendu, les associations, les professeurs, et on a mis en marche, parce que c'est vrai, Pascal a eu raison de le dire, on a un savoir-faire dans le domaine de la solidarité maintenant depuis 30 ans. C'était la 104e action solidaire de Père Apache sur les rives, notamment de la Méditerranée, et ça, pour nous, c'est très important. Mais c'est important pour la solidarité, c'est aussi important pour les rencontres que nous faisons au cours de ces belles expériences. Et c'est important aussi, on va conclure là-dessus, même si l'association Père Apache, elle est totalement apolitique, mais c'est important pour le politique ou la politique. Oui, c'est important parce que, si vous préférez, on apporte un éclairage. On apporte un éclairage et on apporte aussi une autre manière d'aborder les problématiques par la solidarité, mais aussi par la paix, par la question de l'environnement ou du climat. C'est-à-dire, on aborde les questions de manière beaucoup plus pragmatique que le politique, parce qu'on est confronté au concret des choses. On va sur le terrain. Vous voyez, quand on dit 105 actions solidaires, ça veut dire qu'on s'est déplacé. Alors avec Pascal, on n'était pas à Valence, puisqu'il y en a d'autres qui ont participé à cette action, mais c'est le collectif qui est important dans cette affaire. Et c'est lui qui revient avec ses expériences et qui en même temps permet de dire attention, ce qui s'est passé à Valence, il y a aussi la main de l'homme, hein. Et donc attention à ce que nous faisons nous aussi ici en Corse, parce qu'avec le dérèglement climatique, avec ce qui se passe actuellement, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc voilà, je pense que c'est une autre manière d'aborder les problématiques politiques. Oui, merci. Parce que voilà, allez-y. L'associatif, c'est une approche politique de toute façon. Une approche de la société et de son fonctionnement. Donc voilà, c'est un engagement, mais c'est extrêmement important. Merci beaucoup à tous les deux et à demain. Merci. Bonjour, bienvenue, c'est l'association Père Apache qui est notre invité cette semaine dans Suchitawi. On reçoit Pascal Larenaudy, bonjour. Bonjour. Et on reçoit Jacques Casamarta, bonjour. bonjour.
On va parler d'un rassemblement qui va avoir lieu ce samedi, à nouveau pour une paix au Proche-Orient, une paix juste et durable et une reconnaissance de l'État de Palestine. C'est une revendication, j'ai envie de dire, de toujours de paix Apache et au fur et à mesure forcément de l'actualité, elle est plus vraie que jamais. Ah oui, bien évidemment. Et c'est une actualité douloureuse aussi, hein, puisque on sait ce qui se passe notamment voilà, en Palestine et à Gaza. Et nous sommes engagés depuis de très nombreuses années sur ce sujet, et puis pour défendre les valeurs de la paix et du respect des droits humains. Et avec le collectif Corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient, nous nous rassemblons régulièrement depuis le 7 octobre, tous les jeudis, d'une manière ou d'une autre, devant la préfecture ou dans d'autres lieux et au cours de manifestations. Et nous sommes toujours présents parce que il n'y a qu'un objectif, c'est cette paix et c'est arrêter ce génocide sur Gaza et que les voies de la paix et d'un État de la Palestine soient reconnues. Donc nous avons engagé diverses manifestations et notamment, dernièrement, nous avons invité une jeune autrice, enfin, que nous connaissions déjà auparavant, mais qui s'appelle Mérienne Laribi, qui est très engagée aussi pour la Palestine, et qui est venue à l'occasion on l'avait invitée pour le 8 mars, mais du coup, elle est venue présenter un livre qu'elle a écrit récemment, qui s'appelle Siji, l'humanité, sur la Palestine, et qui est venue le présenter à l'Oku Théâtral le 7 mars, donc avec le soutien du collectif toujours Corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient. Et donc c'était son engagement aussi, son regard sur ce qui se passe, l'interpellation qu'elle a fait des députés de l'Assemblée, et tout ça, jour après jour, avec une grande persévérance sur toujours qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos réactions. Et elle relate justement dans ce livre de ces entretiens, de ces interpellations au quotidien pour voir ce qui était fait au niveau de la communauté internationale et les engagements qui pouvaient être pris. Donc voilà, nous l'avons soutenue et nous continuons à la soutenir dans cette voie. Ce qu'il faut dire, si je peux me permettre, c'est que le 22, dans toutes les villes de France, il va y avoir des rassemblements. D'abord parce que le 22, c'est avant tout une manifestation contre la montée du fascisme. Et je crois qu'il y a 80 ou 90 villes où il va y avoir des rassemblements, dont Ajaccio d'ailleurs. Le thème, c'est bien sûr la Palestine, parce que c'est un grave problème, mais au-delà, ça va aborder les questions de la montée du fascisme, du racisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme, parce que nous, on se prononce bien entendu pour les droits humains partout. Et c'est une manifestation importante. Et c'est vrai que parler aujourd'hui de ce qui se passe en Palestine, et j'espère que le cessez-le-feu va se prolonger jusqu'à son arrêt total, mais je crois que c'est important d'en parler. Pourquoi ? Parce que tout n'a pas commencé le 7 octobre, chacun le sait, tout n'a pas commencé le 7 octobre. La question de la Palestine, c'est une question qui se pose maintenant depuis plus de 70 ans. On a donné un morceau de terre aux Juifs, notamment en Israël. On a créé Israël pour qu'ils aient un morceau de terre sur la Palestine, et le peuple palestinien qui était là-bas sur place, on n'a jamais créé l'État qui aurait dû être créé déjà dès les années 1948. Donc ça vient de loin en fin de compte, cette revendication de la création d'un État de la Palestine. Voilà, je voulais le dire parce que c'est important, et la manifestation du 22 est beaucoup plus large. D'ailleurs, il y a d'autres mouvements qui vont pour une paix juste et durable, on va enlever le Proche-Orient, mais vous parlez, c'est toujours possible aujourd'hui, on regarde l'élection de Donald Trump, les relations... Alors, en effet, c'est très compliqué. Je crois qu'il faut que le droit international puisse véritablement s'exprimer. C'est triste parce que nous le disons souvent avec Père Apache, malheureusement, on va dire qu'un organisme comme l'ONU, qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui,
c'est un organisme qui est vraiment en difficulté. Il est en difficulté d'un point de vue financier, mais il est aussi en difficulté parce qu'il n'est pas respecté par certains États. On n'écoute plus l'ONU. Et pourtant, on a besoin, comme dans un pays, on a besoin d'une police et d'une justice, on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, je serais tenté de dire, d'une organisation internationale qui est capable de dire ce qui est, quel est le droit. Et c'est vrai que les grandes puissances aujourd'hui, alors il n'y a pas que Trump, hein, on pourrait parler aussi de Poutine, et il se passe autre chose dans le monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces grandes puissances, elles considèrent que c'est à elles de dire ce qui est le droit ou ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer en tant que citoyen, il faut continuer à revendiquer justement ce qui est juste, ce qui aurait dû déjà se faire depuis très longtemps, notamment concernant le peuple palestinien, comme on pourrait parler du peuple kurde. Et il ne faut pas hésiter aujourd'hui, c'était un peu ça aussi au cœur de ce collectif entre islamophobie, antisémitisme, c'était un peu ça la difficulté aussi de trouver un chemin médian avec des prises de position au sein même de ce collectif qui souvent ont été compliquées, mal comprises. Oui, je pense mal comprises. Plus que compliqué, parce que si on prend dès le départ, d'abord simplement pour dire que le collectif pour une paix juste et durable en Palestine n'a pas été créé le 7 octobre. Le comité pour une paix juste et durable au Proche-Orient a été créé il y a déjà une quinzaine d'années ici en Corse. Déjà parce qu'il y avait les événements que nous avons connus au tout début des années 2000, et puis par la suite en 2008-2009, par la suite en 2014, parce que je rappelle que pendant toute cette période, il y a eu des bombardements de la part d'Israël sur les camps de réfugiés palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie ou ailleurs. Donc le collectif a été créé depuis très très longtemps. Et quand on prend la manière dont il s'est positionné de suite après le 7 octobre, les choses se sont faites de manière tout à fait claire. On a condamné avec la plus grande fermeté les massacres du Hamas, parce que quand même, un massacre qui soit commis par Israël, par le gouvernement d'Israël, ou qu'il soit commis par le Hamas, ça restera toujours un crime de guerre. Et à ce titre, il faut le condamner. Et le collectif a toujours condamné tous les crimes, qu'ils viennent d'Israël ou du Hamas. Donc je crois que c'est pour ça que je parle plus de malentendus, parce qu'on a toujours une position très très claire. Quant à l'antisémitisme, on s'est toujours positionné, et depuis longtemps, notre histoire d'ailleurs, y compris des militants qui aujourd'hui constituent ce collectif, parlent d'elle-même. On s'est toujours positionné contre toute forme de discrimination, que ce soit sur l'antisémitisme ou l'islamophobie, ou tout simplement le respect des droits humains, où que ça se pose sur la planète. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un combat difficile, parce que je serais tenté de dire que les valeurs progressistes ont perdu du terrain dans le monde, quand on voit l'arrivée de l'extrême droite un peu partout, quand on voit l'élection de Trump, mais il n'est pas le seul, je veux dire, quand on voit tous ces gens qui arrivent et qui prennent le pouvoir aujourd'hui avec des idées extrêmement autoritaires, très très dures, on peut comprendre qu'en effet le débat démocratique soit beaucoup plus compliqué. Mais il y a quand même des lignes qui parlent d'elles-mêmes, je veux dire, et qui donnent un sentiment. Et je serais tenté de dire que la ligne la plus importante, c'est celle du respect des droits humains, partout où ça se pose. Voilà, c'est ça qui doit être le guide en toutes circonstances. Merci beaucoup. À demain. Sucita Vive voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranchi. Sucita Vive voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranchi. Bonjour, bienvenue. Nous accueillons Jacques Casamarta et Pascal Larenaudy. Bonjour. Respectivement, donc animateurs et animatrices au sein de l'association Paix à Patch. On va partir en Tunisie. Oui. Volontiers, très volontiers. Que s'est-il passé donc avec une première étape d'une nouvelle action en Tunisie? On peut lire l'expédition d'un conteneur de 60 mètres cubes fin janvier 2025.
Oui, c'est la suite de notre engagement. Je rappelle que la première fois que nous sommes allés en Tunisie, je vais le rappeler parce que c'est important, c'est en 2011, c'est au moment de la révolution du jasmin, c'est-à-dire lorsque le dictateur Ben Ali a été chassé du pouvoir. Là aussi, je suis tenté de dire, c'est la société civile qui était sur le devant de la scène, et notamment les universités, mais pas seulement, on va dire le monde ouvrier aussi, le monde paysan. Tout le monde s'est rassemblé pour dire il faut qu'on crée une société démocratique. Et en 2011, eh ben, il s'est passé ce qui était presque impensable, c'est que Ben Ali a été obligé de quitter le pouvoir. Et donc la première fois que nous y sommes arrivés, c'était en 2011, et là on a commencé à créer des liens de solidarité avec des associations, avec des organismes. Et depuis, on a tiré la ficelle. La dernière action, c'était en effet au tout début 2025, avec 60 mètres cubes de matériel qui a été convoyé. Je rappelle que il y a un peu plus de 2 années maintenant, on a été contacté par l'hôpital d'Ajaccio, l'ancien hôpital de la Miséricorde, qu'on a bien entendu recyclé une grande part de ce matériel. On estime, nous, avoir recyclé à peu près, en ayant travaillé beaucoup sur l'hôpital, mais on estime avoir à peu près recyclé entre 17 et 20% du matériel, c'est-à-dire les lits médicalisés, les tables d'opération, les cialytiques, toute une série de mobiliers qui existaient dans l'hôpital, mais c'est à peu près 17% qu'on a recyclé et en Ukraine pour une partie et l'autre partie en Tunisie. Et là, au mois de février dernier, c'était en fin de compte cette action qu'on a voulu faire, c'est-à-dire continuer. Mais il n'y avait pas que du matériel médical, il y avait aussi du matériel scolaire, parce que maintenant, ça fait quelques années qu'on aide les écoles rurales, notamment des petites écoles rurales qui se trouvent à la frontière avec l'Algérie, où on installe du mobilier. Par exemple, le mobilier qu'on vient d'installer, il provient de l'école de Sisque ou en Haute-Corse, puisque le maire de Sisque nous avait fait savoir qu'il avait du mobilier, et nous, on était justement en recherche de mobilier scolaire. C'est ce qu'on a fait. On vient de récupérer encore du matériel scolaire comme ça, du mobilier en parfait état au Jardin de l'Empereur, qui devrait aller dans une autre école rurale, je pense, l'an prochain en Tunisie. Donc, c'est un lien très intéressant parce qu'en même temps, je suis tenté de dire, et c'est pour ça qu'on parlait du développement durable, que nous redonnons vie à du matériel qui, chez nous, n'a plus forcément de vie possible. Voilà. Lorsqu'on réinstalle des lits médicalisés, que ce soit en Ukraine, ou que ce soit dans les Balkans, ou que ce soit en Tunisie, des lits qui, chez nous, sont voués à la déchetterie, parce que j'ai dit qu'on a recyclé à peu près entre 17 et 20%, mais ça veut dire qu'il y a presque 80% de ce matériel qui, malheureusement, il y a des entreprises spécialisées qui étaient en même temps que nous sur l'hôpital, qui récupéraient et qui emmenaient tout ce matériel à la déchetterie. Donc c'est très très important. Il y a ce double aspect. Ce travail de solidarité. Et de développement durable. C'est fantastique quand on vous écoute, en fait, de voir tout ce qu'une association basée en Corse, donc on n'imagine pas avec des moyens surdimensionnés, peut arriver à faire, y compris, par exemple, dans le recyclage de ce matériel médical. Bien sûr. Mais nous, avec Père Apache, on aime bien se référer à une citation qui dit « Ce sont les rencontres qui font de nous des humains ». C'est Albert Jacquard qui le disait. Et c'est ce qu'on rencontre à chacune de nos actions, en fin de compte. Donc, il y a cette solidarité, mais aussi cet échange qui fait qu'on arrive à créer sur le long terme. Parce qu'avec Père Apache, partout où on est allé, on a créé des relations sur le long terme. Disons qu'on n'est pas allé à un endroit pour dire on va à un endroit, on dépose et puis on repart et puis voilà. Non, on a toujours suivi, on a créé ce lien de proximité qui est très important. Et puis il faut créer ce lien de confiance aussi, parce que vous allez souvent dans des pays en guerre où il faut créer ce lien de confiance pour ensuite pouvoir accéder aux populations, accéder... C'est parce que justement on a ce lien de proximité très proche. En fin de compte, on se rend sur place, on rencontre on est à l'écoute des besoins. Je veux dire, on ne va pas amener du matériel qui n'est pas nécessaire. On est à l'écoute déjà des besoins. On construit quelque chose, je veux dire. Et c'est cette approche qui est au plus proche qui fait que, on échange. On connaît les difficultés, on intègre, enfin je veux dire,
on a des échanges qui sont de la vie de tous les jours et de la vie et des difficultés de tous les jours de chacun. Et donc, on est vraiment, je pense qu'on arrive à répondre au plus proche des besoins, mais aussi on a ce climat de confiance, comme vous disiez, qui est important et qui s'est construit au fil des années. Sur la Tunisie, c'est depuis 2011, mais avant déjà, on avait des liens et qu'on a su quelque part entretenir. Et ça, c'est extrêmement important. On ne reviendrait pas dessus, de toute façon. Et c'est vrai, Pascal a raison d'insister là-dessus, on a des correspondants partout aujourd'hui. Au Maroc, on a un correspondant avec qui on discute en permanence. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, on est intervenu sur le tremblement de terre qui a eu lieu il y a maintenant 2 années. On a un correspondant qui est directement là-bas sur place, mais on a un correspondant au Burkina Faso, on a des correspondants dans les Balkans, on a des correspondants un peu partout, qui sont des bénévoles d'ailleurs, comme nous, puisque, j'en profite pour le dire, il n'y a pas de frais de fonctionnement chez nous. C'est aussi peut-être cela qui fait qu'il y a une longévité, pardon. Mais voilà, donc on a des liens qui nous permettent en ayant peu d'aide financière, mais on a aussi beaucoup de partenaires. Lorsque on va en Tunisie et que la Corsica Linea met à disposition gratuitement ces bateaux pour transférer les conteneurs. Et puis c'est pareil pour la compagnie maritime tunisienne avec qui on travaille. Et c'est aussi pareil avec la Corsica Ferries. Lorsque on sollicite des véhicules, et que ça soit Transexpress ou encore les établissements Leclerc, qui mettent gratuitement des véhicules, c'est énorme. S'il n'y avait pas cette solidarité, y compris ici en Corse, qui est très forte, qu'on a construit au fil du temps depuis maintenant une 30aine d'années, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Et donc c'est très très important. Quant aux aides publiques, on a très peu d'aides publiques, on n'en avait pas jusqu'à il y a peu. Et là, oui, on a un très bon partenariat avec la collectivité de Corse quand même, je tiens à le dire. D'abord parce qu'ils nous ont mis à disposition des locaux qui nous permettent justement de faire le tri du matériel. C'est extrêmement important. Et on a des rapports qui se passent, qui sont des rapports francs et courtois, et on travaille dans ce domaine de la solidarité en bonne entente. Et on apporte des témoignages. C'est quand même du vécu, quelque part. Voilà, c'est important. C'est très important. Merci. À demain. Merci. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On accueille l'association Péapache. Pascal Larenaud dit bonjour. Bonjour. Jacques Casamarta, bonjour. Bonjour. On va parler de cette situation en Méditerranée. On s'est bien rendu compte depuis le début de la semaine que c'est vraiment le fil rouge en fait aussi de votre action et de ce qui se passe. On voit ces images souvent terribles de ces migrants. Oui, il y a un journal italien, El Manifesto, qui s'appelle, et qui a publié une liste il y a maintenant quelques années, il y a déjà 3-4 ans. Il a publié une liste de 34 500 et quelques personnes qui se sont noyées en Méditerranée. On ne peut pas dire que ça n'a pas existé, parce que ce journal, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le nom, le prénom, d'où venait le migrant et où est-ce qu'il voulait aller. Et ça, c'est uniquement sur une dizaine d'années. Aujourd'hui, on le sait, c'est un génocide qui se passe en Méditerranée. Il y a des gens qui fuient le climat, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui fuient aujourd'hui les guerres et les conflits, les misères de toutes sortes. Il n'y a pas un jour sans qu'on apprenne qu'il y a un bateau qui s'est renversé en Méditerranée, qu'il y a 10, 15, 20, 50 personnes qui a disparu. Et nous, on travaille beaucoup aujourd'hui avec SOS Méditerranée, qui d'ailleurs a été décrié notamment par l'extrême droite, ici chez nous en Corse. Mais on travaille beaucoup avec eux parce qu'ils font un travail remarquable pour sauver des vies humaines. Et aujourd'hui, c'est notre conscience humaine qui est engagée avec ce qui se passe en Méditerranée. J'ai eu l'occasion de discuter il y a quelques jours, puisqu'il était là, avec l'ancien maire de Palerme, Leoluca Orlando, que nous avons connu il y a déjà une bonne vingtaine d'années, puisqu'il était déjà venu ici en Corse. Et Leoluca Orlando, c'est lui qui a sorti cette phrase il n'y a pas très très longtemps. Il a dit « Dans pas longtemps, nos enfants et nos petits-enfants vont nous reprocher d'avoir laissé faire un génocide en Méditerranée. » Je crois qu'il a raison.
nous sommes, nous, en train de construire un bunker. Nous, les pays dits riches, en Europe. Et c'est scandaleux ce qui se passe actuellement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas seulement des hommes qui se noient en Méditerranée, il y a aussi des enfants, il y a aussi des femmes, il y a des vieillards. Et ça, c'est quelque chose d'insoutenable. C'est pour ça que nous, dès le départ, on a été sensibles à ces questions-là parce qu'on les a vues. On a vu lorsqu'on était au Maroc et qu'on se retrouvait à Melilla ou à Tanger. On a vu ces centaines et ces centaines de jeunes, parfois des jeunes qui avaient entre 14 et 15 ou 16 ou 17 ans, qui étaient là pour essayer de traverser la Méditerranée. On les appelle, eux, ils s'appellent les Aragas, brûlés. Brûler, c'est ça. Brûler, c'est passer de l'autre côté. Et aujourd'hui, l'Europe a construit un bunker et elle ne permet pas, alors qu'elle a une responsabilité historique dans notamment les politiques coloniales, notamment sur l'Afrique, elle ne permet pas que justement il y ait un peu d'humanité, des politiques humaines qui soient mises en œuvre. Voilà, donc nous on le dénonce au même titre que SOS Méditerranée et d'autres associations parce que c'est devenu insoutenable. Hein. Voilà, et que c'est vrai qu'on parle de ces cas-là et c'est valable pour la Méditerranée, mais c'est valable pour la mer du Nord, hein, avec tous ces migrants qui veulent aller de Calais ou de Grande-Synthe, qui veulent aller sur l'Angleterre. Donc voilà, je crois qu'on a un phénomène ici qui est là, qui est devant nous, et qui a tendance à être de jour en jour plus important. Et on a des politiques qui ferment les yeux, qui n'abordent pas sereinement ces questions-là, et qui ne les abordent pas du tout d'ailleurs, ou qui essayent de rejeter, en rejetant bien entendu la responsabilité sur l'autre différent. Et ça, je crois que c'est pas acceptable. Alors on va se faire un peu l'avocat du diable. La responsabilité historique de l'Europe dans certaines politiques qui ont conduit à cette paupérisation de ces pays-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a les moyens d'accueillir ces migrants ? Moi, je vais quand même répondre parce que il y a un organisme, IRITMO d'ailleurs, qui a publié il n'y a pas très longtemps les chiffres. Il y a moins d'immigration aujourd'hui qu'il y avait 20 ou 30 ans. C'est pas la question du moyen. Nous, on est pour que l'Europe investisse pour aider les gens à vivre chez eux. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et l'Europe, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est très juste. Vous avez dit, mais une petite association comme Père-Apache, j'ai fait ça. Par exemple, nous, au Burkina Faso, lorsqu'on a construit ce moulin à grains, alors qu'avant, les femmes, elles travaillaient au pilon, aujourd'hui, au Burkina Faso, dans la région où on a installé ce petit moulin à grains, on fabrique 400 kilos de farine par jour. Ça veut dire qu'on a aidé les gens à vivre chez eux. On leur a appris à pêcher. On leur a appris à pêcher. Et c'est là qu'on peut critiquer l'Europe de piliers, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit a-t-elle les moyens, il faut savoir qu'il y a plus d'argent qui transite du sud vers le nord que du nord vers le sud, hein, encore aujourd'hui. Et pourtant, ils sont beaucoup plus en difficulté que nous. C'est-à-dire que, notamment les pays riches, je pense à la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays qui constituent l'Europe, ils ont pillé les ressources naturelles et ils continuent à piller les ressources naturelles aujourd'hui en Afrique. On a vu comment, notamment au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Mali, mais bien sûr, c'est le problème des politiques coloniales. Est-ce qu'on reconnaîtra un jour notre responsabilité dans ces politiques coloniales et dans la situation de ces peuples aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Et quand je dis l'Europe se bunkérise, c'est parce qu'elle refuse justement ce débat de fond. Donc il ne s'agit pas de dire ils doivent venir chez nous. Je pense que ce qui serait important, c'est de voir comment on peut les aider à vivre chez eux. Par exemple, lorsque au Burkina Faso, on récupère les matières premières, mais qu'on interdit dans le cadre des accords que la France a avec le Burkina Faso de pouvoir transformer ces matières premières sur place, c'est tout simplement parce qu'on veut continuer à maintenir ces populations dans une forme d'assistance. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui regarder les choses différemment. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que tant qu'on n'aura pas une véritable instance internationale comme l'ONU, qui soit capable justement de dire où est véritablement le droit et comment on peut justement avoir des politiques qui vont aider ces gens à rester chez eux, je crois que si c'est la loi du plus fort, ce qui est le cas aujourd'hui, et on le voit avec Trump,
Hein, on n'est pas sorti de l'auberge. Si c'est la loi du plus fort, eh ben, écoutez, je pense qu'on va être, en effet, on va être submergé. Ça, c'est une évidence. Voilà. Donc, il faut repositionner les choses. C'est en tout cas ce que, là aussi, c'est le regard que nous avons sur les situations que nous avons connues, en n'allant pas très très loin, hein, en regardant sur les rives sud de la Méditerranée. Oui, nous avons cette responsabilité. Je parlais tout à l'heure de témoignages, mais c'est vraiment important, cette parole qu'on a recueillie dans les différents pays au cours de nos actions où nous sommes allés. C'est cette parole que nous devons restituer, qui nous dit, c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de monde qui veut partir de son pays, s'éloigner de sa famille, être déchiré, abandonner ses proches derrière lui. Qui le veut? Je veux dire, nous, on a rencontré personne qui nous a dit, mais nous, on part, c'est de gaieté de cœur et tout ça. Non, pas du tout. Mais quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition, à part ne plus arriver à manger, ne plus arriver et puis après être pour là où il y a les zones de conflit, les zones de guerre, les tortures. Nous, on les a vus, hein, on en a vu, hein, certains qui nous ont témoigné par rapport à de ça. Qui veut ça? Non, personne de ceux qu'on a rencontrés ne partent de gaieté de cœur. Mais quelle est la situation? Je pense qu'on devrait aussi s'interroger quand on est... se dire, mais si ça nous arrivait? Oui, c'est une question qu'il faut se poser. Alors juste, oui ou non, pour conclure, on parlait de l'ONU, des territoires à décoloniser, pour ou contre l'inscription de la Corse sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU? Moi, je ne poserai pas la question comme ça, parce que je comprends qu'elle puisse être posée, mais je ne la poserai pas comme ça. Je crois que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et dans le cadre de la construction de l'Europe, il faut plutôt s'interroger sur comment on peut faire en sorte qu'un territoire comme la Corse soit mieux reconnu auprès des instances internationales. Comment un territoire comme la Corse devrait avoir une reconnaissance beaucoup plus forte de sa propre, on va dire, de sa propre culture, de ce qu'il représente aujourd'hui d'un point de vue humain. Ça me semble une évidence, parce que je crois que ce qui se passe actuellement, et c'est très intéressant, par exemple, j'ai appris beaucoup avec les Kurdes, nous avons appris beaucoup avec les Kurdes. Par exemple, les Kurdes disent, nous aujourd'hui on n'est plus pour l'indépendance, alors qu'ils représentent 50 millions de Kurdes sur 4 territoires. Territoire à décoloniser ou pas? Non, je crois que ce n'est pas un territoire à décoloniser. La Corse n'est pas un territoire à décoloniser. Je ne crois pas que ça soit une colonie, au même titre que ce qu'on a pu connaître notamment en Afrique. Il suffit de lire d'ailleurs Frantz Fanon, pour comprendre quelle était la colonie, quelle était la colonisation, la politique de colonisation, notamment sur l'Algérie. Merci beaucoup, à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine. Pascal Arrenaud dit bonjour. Bonjour. Jacques Casamarta, bonjour. Bonjour. Pour l'association Peapache. On va parler d'une révolution, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? C'est quelque chose dont vous nous avez parlé hors micro, dont on n'entend pas beaucoup parler, qui se passe en Serbie aussi, avec cette révolution dans la rue finalement. Oui. Moi, j'appellerais ça une révolution, ça me plaît bien comme terme, là. La Serbie, c'est un des pays avec Peapache, que l'on connaît bien depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que là, beaucoup de personnes, certainement, en entendront parler pour la première fois, là, maintenant. Mais le 7 mars dernier a été annoncée une grève générale qui a été suivie par une grande majorité de la population, hein, près de 90% des personnes, avec une marche massive annoncée et lancée par des étudiants sur Belgrade le 15 mars, qui a entraîné tous les villages environnants et tout ça. Et il y a une grande marche qui s'est avancée sur Belgrade et qui a réuni, au dire des personnes, près de 400 000 personnes. Ça a été vraiment une marée humaine qui était une marche contre la corruption, puisque c'est parti d'un incident qui s'est passé notamment à Novi Sad avec l'effondrement, voilà, chercher le mot, l'effondrement d'un auvent d'une gare qui avait été rénovée et tout ça, et qui a entraîné la mort
d'une quinzaine de personnes et qui montre bien tout le système de corruption et tout ça, des marchés et tout ça qui se sont... Et c'est parti de là. Et aussi d'un mouvement étudiant qui existe déjà depuis longtemps contre le prix notamment la vie chère, mais aussi contre le prix des droits d'inscription des étudiants dans les universités qui s'élèvent à plus de 1 000 € par an, alors qu'un salaire moyen en Serbie, c'est 300 € mensuels. Donc c'est quelque chose qui a gonflé et qui a mené à cette grande marche et à justement ce grand mouvement de révolte contre les corruptions et les pouvoirs en place. Le Premier ministre a démissionné. Le Premier ministre a démissionné. Et voilà, donc ça, c'était extrêmement important. Peu de gens, on n'en parle pas, mais ça peut avoir, je veux dire, ça a aussi un peu eu un effet boule de neige sur les pays des Balkans environnants, notamment au Monténégro, en Slovaquie, enfin, bon, ça c'est pas mais c'est plus haut, mais aux alentours. Des marches populaires, finalement. Voilà, des marches populaires. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans c'est que c'est une démocratie participative. Oui. Il n'y a pas de mouvement politique derrière, vraiment. C'est le ras-le-bol, voilà. C'est le ras-le-bol citoyen. Et nous, on a sans récupération. Senti monter, voilà. Depuis quelques années, on sentait justement l'arrivée de ce mouvement-là. C'est vraiment des citoyens qui disent, voilà, on ne peut plus continuer comme ça, c'est terminé. Il faut trouver d'autres solutions, on ne peut pas forcément faire confiance aux politiques. Alors c'est quand même... ça fait penser un peu à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes chez nous, hein, qui ont été juste avant le Covid, ou le Irak. En Algérie, au Maroc, où il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue tous les vendredis, notamment en Algérie, et le Covid a mis un terme à tout ça. Donc, ce qui se passe en Serbie, c'est vrai que c'est très très important, mais c'est aussi en Grèce. Et en Grèce, c'est la même chose. En Grèce, là, il y a eu des mouvements extrêmement importants ces 10 derniers jours, avec des dizaines de milliers de personnes dans la rue contre la corruption, et qui disent, on n'oubliera pas l'accident de train où il y a eu 57 morts il y a maintenant 1 an et demi, ils sont encore dans la rue. Mais c'est aussi ce qui se passe en Bosnie, c'est ce qui se passe dans plein d'endroits. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Nous, on l'a ressenti parce qu'on était en Grèce il y a peu de temps, parce qu'on était dans les camps kurdes, puisqu'on est allé aider les camps kurdes, et on a eu beaucoup de discussions avec les Kurdes. Puisque vous avez vu que là, tout dernièrement, le PKK, et notamment Öcalan, qui est le président du Parti des travailleurs du Kurdistan, a dit, bon ben stop, nous maintenant, c'est par la démocratie qu'il va falloir évoluer, ce qui fait qu'il y a eu un énorme débat. Et du coup, ils ont avancé l'idée que la question de la création d'un État kurde n'est plus à l'ordre du jour. Parce que vous savez que les Kurdes, on leur avait promis en 1920 la création d'un État, sur les ruines de l'Empire ottoman. Ça ne s'est jamais fait. Il y a une partie qui est sur l'Iran, une partie qui est sur l'Irak, une partie qui est sur la Syrie, et une autre partie sur la Turquie. Et aujourd'hui, ils disent non, nous, ce qu'on demande, c'est la reconnaissance de notre kurdicité. Après, c'est à nous de faire les choses à l'intérieur du pays, par la voie démocratique. Et ça, je crois que quand on voit comment l'Europe se construit aujourd'hui, on aurait peut-être intérêt, nous aussi, et ça rejoint la question qui a été posée hier, on aurait peut-être intérêt aujourd'hui, et c'est pas seulement valable pour le peuple corse, je pense que c'est valable bien au-delà, on aurait peut-être intérêt aujourd'hui à se repositionner justement dans le cadre, on va dire, d'une démocratie autogestionnaire. C'est-à-dire que, parce que vous voyez, on parle beaucoup aujourd'hui de l'autonomie, dont on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore les contours, alors qu'on en parle depuis déjà assez longtemps. Et moi, je crois qu'il faudrait plutôt réfléchir, nous pensons-nous, qu'il faudrait réfléchir sur quelle serait une démocratie ou une stratégie autogestionnaire pour une île comme la Corse. C'est valable pour les Kurdes, mais c'est valable aussi pour nous. Et là, je pense qu'il y aurait matière à discuter. Et ça rejoint bien entendu ce qui se passe en Serbie. C'est pour ça que j'y reviens sur la démocratie participative, avec des assemblées générales partout, qui donnent le sentiment et qui donnent des points de vue. Alors bien sûr, vous allez me dire, ça ne fait pas une politique. Après, il faut bien qu'il y ait des élus à l'Assemblée nationale. Il faut bien qu'il y ait... Bien sûr. Mais déjà, il faut que le citoyen à la base,
il puisse s'impliquer beaucoup plus fortement qu'il ne le fait aujourd'hui, y compris chez nous en Corse. C'est-à-dire que nous, la délégation de pouvoir, moi je n'y crois plus. J'y ai cru, la délégation de pouvoir, mais je n'y crois plus trop. Je pense que, quel que soit le pouvoir en place, si en tant que citoyens nous ne sommes pas suffisamment vigilants, on va vers des situations très très difficiles. C'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays du Balkan, dont je rappelle qu'ils sont tous issus d'un ancien pays qui s'appelait la Yougoslavie. Et dans cette Yougoslavie, il y avait, malgré tout, il y avait une médecine gratuite, il y avait des études qui étaient gratuites. Et lorsque on multiplie lorsque on se retrouve avec des frais d'inscription à 1 000 €, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a là un choc qui se fait. Voilà. Une fracture. Merci en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On Merci retrouvera à vous. cette émission en podcast sur nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt. Merci, au à revoir. bientôt.